expérience de 14 ans dans le monde de Microsoft, que ce soit pour les produits, on-premises ou, les produits cloud. Donc, je vais laisser la parole à monsieur Meher Ferjeni, qui est notre, business developer manager pour nous faire une petite présentation, de Adactine. Meher, Oui, oui, bonjour tout le monde. bonjour. Bonjour Amira, merci pour cette introduction. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci pour votre présence. Donc, je suis Meher Ferjeni, je suis le responsable commercial et de développement de l'offre de Adactim chez Adactim. Donc, je m'occupe de la partie Afrique francophone. Donc, on est ravis aussi de vous accompagner aujourd'hui et que vous soyez avec nous dans ce cercle de webinaire que nous sommes en train d'entretenir périodiquement avec nos experts. Voilà, donc pour ceux qui une brève présentation de Adactim pour ceux qui ne connaissent pas Adactim. Donc, Adactim fait partie du groupe WeView. Donc, c'est un groupe qui est purement tunisien mais avec une localisation dans l'Europe, le Maghreb et- et en France pratiquement, en Algérie, en Côte d'Ivoire, etc. Donc Adactim, elle fait partie de ce groupe. Nous sommes à peu près 80 collaborateurs avec une coloration d'expertise différente sur les différentes disciplines. Donc Adactim, c'est en bref, c'est votre partenaire de la transformation digitale. Donc nous vous accompagnons dans tout ce qui est conception des infrastructures, déploiement, exploitation des applications critiques pour une finalité finalement d'une performance optimale de votre système d'information. Donc, nos expertises se concentrent principalement sur tout ce qui est la partie conception des solutions sur mesure, soit on-prem, soit en cloud, dans tout ce qui est data center. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour définir les solutions les mieux adaptées à leurs besoins spécifiques, en partant de tout ce qui est conception et conseil des data centers, soit on-prem, soit en cloud, etc. Après, tout ce qui est déploiement des infrastructures performantes, et là, on va sur les différentes disciplines, on va de tout ce qui est VMware, tout ce qui est 5.4, tout ce qui est la partie Office 365. Donc, nous essayons un peu de mettre en œuvre des infrastructures robustes et sécurisées, capables de supporter vos applications critiques. Et nous allons par la suite à tout ce qui est exploitation optimisée. Donc, en bref, voilà. La finalité d'Actim, c'est améliorer votre agilité, donc ce qui va nous permettre de réagir plus rapidement, disons, aux évolutions de notre marché. Réduire le coût qui est la finalité de toutes les entreprises, finalement, comment optimiser l'utilisation de vos ressources informatiques avec le maximum de sécurité et le minimum de coûts. Et surtout sécuriser vos données. Donc, ce webinaire aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre-là, comment sécuriser les données sur les différentes disciplines. Aujourd'hui, on va attaquer la partie, avec Amir, on va attaquer la partie Microsoft, donc comment la cybersécurité autour des solutions Microsoft, autour de tout ce qui est d'une manière générale Microsoft. Après, on est orienté plutôt sur tout ce qui est Office 365, sur toute la partie cloud, comment mettre en place des mesures de sécurité robustes aussi pour protéger les informations sensibles. Donc les mots-clés peut-être à mémoriser, c'est la transformation digitale, la structure critique, les applications stratégiques, l'accompagnement, donc Adactim et vous accompagne sur toute cette partie-là en vous garantissant bien sûr tout ce qui est la partie sécurité et une équipe performante. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Amir. Comme ça on essaie de profiter un peu de cette partie-là et peut-être pour poser des questions. Donc c'est interactif, là où vous pouvez intervenir. Donc voilà, on essaie un peu voilà, que ça soit un échange. Voilà, merci beaucoup. Donc je laisse la parole à Amir. Merci Meher.
Alors, bonjour une autre fois. Donc, aujourd'hui, comme a dit Meher, on va voir ensemble, comme le dit le nom je reviens au nom de la présentation, c'est de la cybersécurité Microsoft Cloud avec l'approche de Do More with Less. On va voir ensemble tout ce qui est par rapport à l'importance de la cybersécurité, la partie évaluation, comment exploiter au maximum les services de sécurité, les scénarios de sécurisation et enfin une petite approche recommandée et la conclusion. Dans ce webinaire, on va mettre l'accent principalement sur la partie, l'approche plutôt, l'approche de Do More with Less, qui est une approche très réputée dans le monde des services qui sont devenus aujourd'hui dans le marché très éparpillés, très riches. Et on a un catalogue très, très, très vaste de solutions qu'on peut en choisir pour mettre dans nos applications, dans nos environnements. Donc, comment on peut choisir les applications qui nous correspondent le plus de point de vue sécurité, principalement dans le monde de Microsoft. D'accord? Donc, on va commencer par l'importance de la cybersécurité. Comme nous le savons tous, que les attaques deviennent de plus en plus très sophistiquées avec tout ce qui est ransomware, les attaques de phishing, les violations de données qui impactent réellement la réputation, la conformité et la sécurité des données. Ce qui engendre en plus du coût financier direct que les entreprises doivent faire face aussi à des pertes de productivité, tout ce qui est arrêt de prod et perte de productivité, et aussi des pénalités de non-conformité pour les entreprises qui fassent des audits réglementaires et des audits, que ce soit des 27001 ou autres. Et aussi un impact négatif sur la marque. Lorsqu'on dit qu'une entreprise a été attaquée par un ransomware, c'est pas très bien par rapport à sa marque et son image de marque. D'où la cybersécurité n'est plus une option, alors là, c'est cet instant, mais une nécessité pour protéger les données et la réputation des ressources de l'entreprise. Je vous illustre ici une estimation du coût de la cybercriminalité dans une sélection de pays, mais on ne s'arrête pas là. On sait tous que la plupart beaucoup plutôt de sources comme Statista qui affichent des statistiques très, très alarmantes par rapport à la cybercriminalité aujourd'hui. Voilà. Donc, par rapport les objectifs des entreprises face à la protection de données. Qu'est-ce que aujourd'hui les entreprises peuvent faire et cherchent à faire vraiment par rapport à la protection de leurs données et la protection de leur environnement? Principalement, j'ai essayé de faire une synthèse globale par rapport à nos expériences avec nos clients. C'est principalement de prévenir, bloquer les fuites de données sensibles, protéger contre les cyberattaques de la messagerie et des flux de données, surtout la messagerie qui est le point dur d'entrée des cyberattaques, avoir une gestion et gouvernance claire des données, avoir un plan d'action pour atténuer les attaques de ransomware et tous les types d'attaques aussi, hein, pas seulement le ransomware. Aussi, appliquer les mécanismes pour protéger et tracer les documents, quel que soit leur emplacement, pour en avoir une vue claire de la répartition des documents, la répartition des informations qui sont devenues critiques, hein, et sensibles aujourd'hui par rapport à la dispersion dans le cloud. Donc, globalement, les entreprises, qu'est-ce qu'elles veillent à garantir? Elles veillent à garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité de leur information. Donc, alors, comment on peut garantir ces objectifs, lutter contre la cybercriminalité, tout en appliquant cette approche de do more with less? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire le do more with less? Donc, c'est une approche réellement qui consiste à tirer le meilleur parti des services déjà disponibles dans les licences M365 existant chez vous pour réduire les coûts et la complexité en limitant les recours aux solutions tierces. C'est maximiser la sécurité et la productivité des utilisateurs sans coût supplémentaire excessif. Prioriser la configuration, l'intégration, l'automatisation des services inclus déjà dans les plans existants. C'est pour réduire la complexité et centraliser la gestion de la sécurité et ne payer que pour le strict nécessaire complémentaire. C'est une approche qui est devenue worldwide, c'est-à-dire mondiale, qui implique qu'on doit sortir de ce qu'on a aujourd'hui
comme service de sécurité ou autre service. Ça s'applique à tout type de service et tout type d'applications existantes chez les entreprises. Exploiter ce qu'on a, puis chercher à voir des solutions tierces si elle peut répondre ou compléter l'image qu'on cherche de faire, de protéger ou de mettre en place. Voilà. Alors, comment on peut mettre en évidence cette approche de do more with less? En réalité, la plupart des entreprises qui détiennent déjà un tenant M365 possèdent déjà des services de sécurité non utilisés ou exploités de manière qui n'est pas très optimale. Donc, pour les exploiter bien, comment on peut faire? La première chose à faire, c'est faire une évaluation du tenant et de l'état de la sécurité globale de notre tenant M365. Donc, je vous donne ici un petit aperçu de notre plan d'audit global et standard du tenant M365. C'est une schématisation des étapes d'évaluation dans lequel on commence par faire des ateliers métiers, donc avec les vis-à-vis, avec les équipes métiers, les vis-à-vis techniques, pour avoir une vue globale par rapport à l'activité générale de l'entreprise. Par la suite, on va faire une évaluation technique de tout le plan, de tout le tenant, que ce soit sur les services, sur la configuration générale de, ça peut être une entreprise qui a une architecture hybride, la partie Active Directory locale, la partie Azure Active Directory sur le cloud, tout ce qui est conception mis en place par rapport au tenant. Ensuite, on va attaquer la partie identity, toutes les... Allô? Je m'excuse, je vais devoir vous désactiver le micro. Pardon. Alors, revenons. Qu'est-ce que je disais? Alors, je disais que après avoir fait la partie évaluation technique, on va attaquer toute la partie identité, la gestion des comptes, des comptes de service, la partie application, les comptes d'application et la partie intra et Active Directory pour faire un audit et une évaluation de l'état existant. Par la suite, tous les services de M365, une cartographie de tous les services et une schématisation de toutes les configurations dessus. Par la suite, la partie endpoint, tout ce qui est appareil connecté à M365, que ce soit des laptops, des smartphones, des serveurs et tout. On va attaquer par la suite la partie data, tout ce qui est de données qui se trouvent sur le M365, que ce soit sur les sites de SharePoint, le OneDrive, les applications, les données qui se trouvent dans les applications, que ce soit vous utilisez du Power Platform ou autre. Par la suite, on va voir la messagerie, tout ce qui est configuration, la configuration de la messagerie, les règles qui sont en place, est-ce que la messagerie elle est hybride ou pas, comment elle est configurée et tout. Et à la fin, on va regarder les applications M365 qui sont en cours d'utilisation, si vous utilisez du CRM, des ERP, est-ce que vous avez des applications de Power Platform, du Power BI, de apps et tout, pour en sortir à la fin avec un inventaire qui est détaillé, qui illustre tous les services qui sont existants chez vous, qui sont utilisés ou pas utilisés. Ça, c'est d'une manière générale, globale, sur l'évaluation d'un tenant M365. Et on peut faire aussi un plan de remédiation qui est issu de notre expertise et nos plans de remédiation recommandés qu'on met en place chez nos clients qui euh, consiste à reconfigurer, reparamétrer certains services, que ce soit des services de sécurité ou autres, hein, ou la configuration, l'architecture du plan du tenant M365 globalement. Mais de point de vue pardon.
Mais de point de vue sécurité, le plan d'évaluation, il commence réellement par faire un inventaire des services de sécurité existants. Donc, on attaque directement la partie sécurité, donc les services de sécurité directement. C'est l'identification de tous les services de sécurité activés dans le tenant M365. On va faire un inventaire de tous les services de sécurité possibles, les services, les configurations et les paramètres, hein. Donc, par la suite, on va faire une évaluation de l'état de sécurité, toute la partie évaluation de l'état de sécurité, l'analyse de la situation actuelle en matière de cybersécurité dans l'environnement. Et on va accorder une valeur de sécurisation qui s'appelle qui se ressemble à la valeur de Secure Score, mais c'est une valeur dédiée, personnalisable selon le client. Et par la suite, on aura à préparer un rapport sur le niveau actuel de sécurité du tenant cloud, l'identification des points forts et des points faibles en matière de sécurité pour chaque tenant. Et on va vous proposer une configuration des services existants, une recommandation pour optimiser la configuration des services de sécurité existants dans votre plan afin d'améliorer le score de sécurité global et proposer, si c'est possible bien sûr, une révision des plans M365 parce que la plupart des entreprises, euh, on ne va pas dire la plupart, il y en a des entreprises qui disposent déjà des plans de M365 qui ne sont pas vraiment très adaptés à leurs besoins d'activité, leurs besoins d'utilisateurs et leurs besoins de marché. Donc, on leur propose une révision des plans, ça peut être à la hausse ou à la baisse, pour en avoir, ça peut donner aussi à une optimisation de coûts, hein, des achats des plans, pour suggérer des changements dans les plans ou l'ajout des services de sécurité ou dans d'autres scénarios pour optimiser, hein, et optimiser les plans de sécurité pour la couverture de tout en réduisant les coûts. Voilà. Alors, comment on peut, d'une manière concrète, comment on peut exploiter au maximum les services de sécurité? Dans le monde ou dans le marché réellement, il existe plusieurs scénarios, plusieurs solutions de sécurité dans le marché. On peut prendre par exemple le Digital Guardian qui est un service de DLP, le Carbon Black ou le CrowdStrike qui est une solution EDR. Il y en a Okta, il y en a le Security Verify de IBM qui est une solution d'identité et de MFA, de vérification d'identité et de MFA. Il y en a le Curadar qui est un SIEM. Il y en a une panoplie ou une multitude de solutions tierces dans le monde qui peut servir comme solution de sécurité. Qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent en avoir plusieurs à la fois dans leur système d'information. Donc, qu'est-ce que ça peut engendrer? Ça peut engendrer une gestion en silo, c'est la gestion de ces produits dans des systèmes séparés où les informations ne sont pas facilement accessibles entre les différents outils, qui peut entraîner une vue fragmentée entre les événements de sécurité et compliquer la réponse aux incidents. Par exemple, si j'aurais un événement qui est déclaré au niveau de Proofpoint, qui est un DLP, et un autre événement qui est tracé au niveau de Curadar, ou plutôt au niveau de Splunk par rapport à un SIEM, où on doit avoir une vue centralisée entre les deux, ou plutôt quelqu'un qui peut maîtriser les deux à la fois pour savoir, ou plutôt pour savoir comment répondre aux incidents qui sont déclarés, que ce soit au niveau des LP ou la vulnérabilité qui est tracée au niveau du SIEM. Donc, ça peut rendre les choses un peu fragmentées et les événements de sécurité un peu compliqués à répondre. Mais aussi, en plus que la gestion en silo, il y en a les coûts additionnels. Donc, chaque solution supplémentaire vient à un coût, bien sûr, non seulement pour l'achat des licences, mais aussi pour la gestion des intégrations et le support des outils. Et d'autre part aussi, on a la complexité. La gestion de plusieurs solutions entraîne une complexité opérationnelle accrue. Donc, à chaque fois où on va acheter une nouvelle solution, on doit mettre
on doit prendre en considération que cette nouvelle solution, elle doit obligatoirement être adaptée avec les solutions qui sont déjà mises en place. On doit prendre des exigences techniques par rapport à l'acquisition de cette solution pour qu'elle doit être compatible avec les solutions qu'on a déjà mises en place. Ça rend les choses un peu plus complexes et ça donne une complexité opérationnelle qui augmente les risques d'erreurs humaines, bien sûr, et, euh, et donne des mises à jour possibles à chaque fois pour les solutions et qui nous donne une courbe d'apprentissage beaucoup plus complexe pour les administrateurs. Aussi, il y a la partie de manque d'intégration entre les outils qui peut entraîner des inefficacités. Par exemple, comme j'ai dit, par exemple, un EDR qui ne communique pas directement avec le système d'identité, par exemple de Okta ou le système M365 ou le Security Verify de IBM, ce qui augmente la surface d'attaque et qui rend l'environnement plus vulnérable puisque chaque centre d'administration, il est autonome et il est euh, isolé du reste des applications. Donc, pour remédier à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit choisir des solutions qui sont, de point de vue euh, compatibilité, sont 100% compatibles, qu'il n'y a pas de barrière entre ces applications, qui donnent une vue centralisée entre eux. Donc là, on vous propose bien sûr des solutions de M365 qui peuvent répondre à la fois aux différents services de sécurité et qui se trouvent euh, existants dans la plupart des plans de sécurité aujourd'hui et qui peuvent être gérés d'une manière simple, opérationnellement très facile et donnent une visibilité automatique aux incidents, aux vulnérabilités, sans que pour autant avoir une expertise autonome pour chaque application. Je vous donne un exemple par rapport, pour les solutions DLP, il y en a le Microsoft Purview. Pour tout ce qui est Defender, pour tout ce qui est plutôt solution antivirale, il y a l'application Defender, que ce soit le Defender pour Office, pour la partie cloud, que ce soit le Defender pour la partie laptop, l'antivirus pour la partie laptop, c'est le Defender for Endpoint. La partie gestion des identités ou la solution IAM, la Microsoft Entra ID, et tout ce qui est solution SIEM, le Microsoft Sentinel. Donc là, par exemple, le Microsoft Sentinel, il a une vue 360 sur le M365, sur votre plan de M365, sans pour autant avoir recours à aucune configuration supplémentaire pour qu'il puisse récupérer les informations du DLP ou les informations de Intra ou les informations de toutes les solutions antivirales mises en place. Ça rend les choses plus faciles, l'intégration plus simple et l'utilisation plus opérationnellement rapide. Voilà. Donc, je vais vous présenter ici plus ou moins les services de sécurité natifs dans les plans de M365. Donc, ça, c'est pour en avoir une vue rapide, un flash sur les services existants dans les plans, pour en avoir une idée par rapport à qu'est-ce qu'il y a dans les plans M365. Sachant que, pour être très précis, tous les services qu'on va mentionner ici sont des services qui peuvent être vendus d'une manière autonome. Elles peuvent être fait partie des plans, mais aussi qui peuvent être vendus acquis séparément d'une manière autonome. Voilà. Donc, on va commencer avec le premier plan qui est le business standard. Excusez-moi. Donc, on va commencer avec le plan business standard qui n'est pas forcément un plan de sécurité connu. Donc, ce n'est pas un plan de sécurité, mais qui contient déjà des services natifs de sécurité que Microsoft a exigé de mettre en place pour qu'il n'y aura pas un plan de M365 sans
sans aucun service de sécurité. C'est par exemple la sécurité des fichiers via le OneDrive, tout ce qui est contrôle des autorisations des accès, les journaux d'activité, les notifications des accès, la gestion des restaurations des fichiers en cas de ransomware et tout. Aussi, dans ce plan, il y a la sécurisation de la messagerie via le Exchange. Ce n'est pas la sécurisation de la messagerie via l'antivirus Defender, mais c'est une sécurisation basée sur les règles qui sont natives dans la partie Exchange. Ce ne sont pas réellement très sophistiquées, mais qui peuvent répondre à certaines attaques et certaines vulnérabilités. Le service SSPR, le Self-Service Password Reset, la partie blocage des connexions héritées, tout ce qui est protocole legacy, comme le IMAP et le MOP et le POP3, et aussi le Multifactor Authentication, l'authentification multifacteur, la MFA, peuvent être activés sur le plan standard. Mais vraiment, le premier plan de sécurité connu chez Microsoft, qui est un plan complet par rapport aux PME, en moyenne, petite et moyenne entreprise, c'est le plan Business Premium. C'est un plan qui contient déjà tout ce qui est dans le business standard, mais en plus de ça, il contient la gestion des accès conditionnels. Ce sont des accès, c'est la gestion des accès basés sur des règles d'accès, c'est-à-dire lorsque, par exemple, un utilisateur souhaite faire un accès et que la règle ne permet pas que un utilisateur qui n'a pas appliqué MFA ne puisse pas être intégré au domaine, plutôt être intégré à ce service-là, il ne va pas pouvoir l'utiliser. La journalisation et les audits, tout ce qui est la partie activation des traçabilités et des audits. La protection des données et la classification, c'est le service AIP. C'est un service très populaire par rapport à la classification, le chiffrement des données. Le DLP, le service stratégie Data Loss Prevention aussi. Et il contient aussi un plan de Defender, c'est l'antivirus for Office 365. Et aussi, et ça c'est très important, le Endpoint Manager, c'est le Microsoft Intune qui est le produit d'inventaire et de gestion du parc et des terminaux. Donc on va passer voir le plan E3, c'est le plan qui correspond à des entreprises de type un peu plus grande, plus que les utilisateurs peuvent dépasser les 300 utilisateurs dans ce plan. Donc, c'est un plan qui contient le Intra-ID P1 avec toute la partie gestion des accès conditionnels aussi, le SSO, etc., toute la partie gestion des identités. Aussi, il contient le service AIP, la protection des données, classification et chiffrement. Il contient aussi le DLP, le Data Loss Prevention. Il contient par contre, plus que le premium, le chiffrement automatique basé sur les règles personnalisées. Donc, on met des règles personnalisées de gestion de chiffrement et le service de chiffrement, il va prendre en main automatiquement le chiffrement des données basé sur ces règles-là. Aussi, l'extension du DLP pour couvrir la partie Teams et la partie journalisation et audit avancé par rapport au premium. Et le dernier plan, qui est le plan le plus complet du parc de Microsoft Cloud, qui est le E5. Donc, c'est le même concept que le plan Business Premium, mais très élargi et contient plus de services de sécurité. Il est complet, tous les services de sécurité s'y trouvent dedans. Donc, comme tout ce qui est Defender for Identity, ce qui détecte les attaques sur les Active Directory locales, donc le Defender for Identity, c'est une solution d'antivirus dédiée à l'identité, donc avec la surface d'utilisation, ou plutôt la surface de protection, elle varie entre le Azure Active Directory et le Active Directory local. Donc, il peut atteindre même les identités locaux qui se trouvent sur votre environnement on-prem. Aussi, il y a le Defender for Office, la partie EDR. La partie for Office, la partie Office 365 et la partie EDR. Donc, c'est le Defender complet, c'est l'antivirus complet for Office. Aussi, le Defender for Endpoint, l'antivirus pour les laptops.
Et un service qui est plus ou moins nouveau, mais qui n'est pas très connu, c'est la protection des identités à risque. C'est le PIMP, c'est le Privileged Identity Management. C'est un service, ça ressemble au service PAM connu sur les environnements on-premises, mais là, c'est sur les environnements cloud. Avec le service aussi, le e-discovery, qui est l'enquête légale, c'est par rapport à la recherche et l'analyse des contenus sensibles. Ça, c'est une vue globale par rapport aux services de sécurité pour que nous serons sur la même longueur d'onde lorsqu'on parle des services de sécurité dans les plans. Comme je vous ai dit au début du slide, c'est que tous ces services-là peuvent être vendus dans des plans comme ça, c'est-à-dire un plan premium avec tous les services dessus, ou plutôt je peux, par exemple, en avoir le plan business standard. Et là, je n'ai besoin, j'ai fait mes évaluations, j'ai fait mon audit, et là, je n'ai besoin que d'un Defender for Office. Je ne vais pas acheter tout le plan Business Premium, mais simplement, je vais acquérir le Defender for Office plan 1, l'ajouter à mon plan Business Standard pour compléter ma vision de sécurité et ma feuille de route de sécurité que j'ai mis en place suivant l'audit de sécurité que j'ai préparé et que l'évaluation a donné comme résultat. Aussi, je peux acquérir, par exemple, la solution de DLP sans pour autant acheter tout le plan de premium. Ou plutôt, je peux acquérir le Defender for la solution EDR de Defender sans pour autant passer à un plan E5. Vous voyez? Donc, c'est là l'idée d'avoir une richesse de solutions qui peuvent être rassemblées ou plutôt panachées et avoir un ensemble de solutions qui ne sont pas forcément fait partie d'un seul plan de sécurité ou un seul plan M365. Alors, je vais vous présenter quelques scénarios de sécurisation qui vont mettre en évidence ces services de sécurité-là et qui vont nous expliquer plus comment on peut les utiliser. D'accord? Alors, notre premier scénario, c'est la sécurisation des emails et des endpoints. Parmi les problèmes, ou plutôt les soucis des entreprises, c'est la sécurisation des emails, puisque le point d'entrée des vulnérabilités, les points d'entrée des attaques, ce sont les emails, là. Donc, notre contexte, c'est une entreprise avec une taille moyenne, avec un besoin de protéger ses utilisateurs contre les menaces par email et sécuriser ses appareils mobiles de bureau. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour cette entreprise? On va lui choisir le Defender for Office 365 et on va lui choisir le Defender for Endpoint. Le premier, c'est pour protéger contre les menaces des emails. Le Defender for Endpoint, c'est pour protéger l'antivirus local des laptops, protéger les appareils mobiles et bureaux. Donc, comment on va mettre le premier? C'est le Defender for Office 365. On va mettre en place une protection avancée contre le phishing et les attaques. Donc, on va activer la fonctionnalité Zero Hour, le auto-purge pour supprimer automatiquement les menaces. Donc, c'est pris en charge automatiquement par Defender dès qu'il détecte une vulnérabilité. Avec la fonctionnalité Zero Hour, il va la supprimer automatiquement. Ça, c'est configurable, bien sûr. Ensuite, on va configurer les alertes sur les tentatives d'hameçonnage et les liens malveillants dans les emails. Par rapport au Defender for Endpoint, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place une stratégie de protection contre les ransomware et déploiement de la fonctionnalité automatique de réponse aux incidents pour limiter les attaques en cas de détection de menaces. Par exemple, si le endpoint, le Defender for Endpoint, il va détecter une vulnérabilité sur un laptop, il va activer automatiquement la réponse aux incidents pour limiter les attaques. La première chose qu'on peut configurer pour ça, c'est isoler les machines compromises. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on va faire une surveillance en temps réel de tous les appareils avec un tableau de bord unifié sur les incidents et les actions correctives et une réponse automatisée en cas d'infection pour isoler automatiquement les machines compromises.
Ce qui est bien, ce qui est intéressant ici, c'est que le Defender for Office 365 et le Defender for Endpoint possèdent une même interface de gestion d'administration. C'est une administration unifiée qui s'appelle le Microsoft Defender, dans laquelle on va trouver tous les services de Defender, que ce soit for Office 365, que ce soit l'antivirus local qui est le Defender for Endpoint, que ce soit le Defender for Identity qui est dédié à la protection des identités, que ce soit le EDR et une partie du SIEM, la partie surveillance des emails et tout. Donc tout ça, ça va être pris dans une même console unifiée, console d'administration unifiée, pour gérer tout ça à la fois dans une seule interface qui va rendre les choses très très simples à gérer, la réponse aux incidents très rapide et très opérationnellement simple. Voilà. Donc comme résultat, qu'est-ce qu'on aura? Donc une réduction de 40% des attaques par phishing détectées et bloquées avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs. Donc ça, le 40% d'attaques de phishing, la réduction de 40% d'attaques de phishing, c'est les valeurs affichées par Microsoft par rapport à l'utilisation de Defender for Office et de Defender for Endpoint à la fois. Une amélioration de la réactivité en cas d'incident grâce à Defender for Endpoint qui intervient automatiquement pour isoler et réparer les machines affectées. Par exemple, ici, si j'avais le Defender for Office comme solution antivirale for cloud, et pour la solution antivirale pour les laptops, je n'avais pas le Defender for Endpoint, mais j'avais une solution tierce, le Symantec, le Kaspersky, n'importe quelle autre solution, qui sont des solutions puissantes, mais qui est différente, qui est tierce. Alors là, si je vais détecter une vulnérabilité, le Defender for Office, il va détecter une vulnérabilité, il ne va pas pouvoir dire à l'antivirus local des laptops pour isoler les machines. Ils ne sont pas automatiquement liés, ils sont dans des systèmes et des environnements différents, ce qui rend leur interconnexion très difficile. Il va y avoir devoir avoir une intervention humaine pour isoler les machines, ou plutôt dire à l'antivirus local de chercher sur les laptops si cette vulnérabilité s'est propagée ou pas dans les laptops ou c'est seulement arrêté au niveau de Office 365. Par contre, ici, ça va être automatique. Toute vulnérabilité détectée au niveau de Office 365, au niveau du Defender for Office 365, est automatiquement cherchée par le Defender for Endpoint sur les laptops pour que, en cas de détection de cette vulnérabilité sur les laptops, il va isoler automatiquement les machines compromises, ce qui rend la réactivité réellement en cas d'incident très, très rapide. Voilà. Ça, c'est la valeur ajoutée lorsqu'on utilise deux solutions qui font partie du même environnement ou du même catalogue de solutions. Notre deuxième scénario, c'est la protection des données sensibles et l'accès contrôlé. Les données sensibles, c'est une valeur très importante aux entreprises aujourd'hui et la plupart cherchent à avoir un accès contrôlé, une protection des données convenable qui peut garantir plutôt une sécurisation nommée des données sensibles. Alors, notre contexte aujourd'hui, c'est une entreprise qui souhaite protéger ses données sensibles tout en maintenant une flexibilité d'accès à ses employés et partenaires. C'est-à-dire, d'une part, je veux protéger mes données, mais en même temps, je veux rester sur les accès flexibles pour mes employés et mes partenaires. Je ne vais pas fermer les accès pour tout le monde, mais simplement, je vais être flexible sur les accès en les sécurisant. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser ici comme service de sécurité de chez Microsoft Cloud 365? Donc, la solution Microsoft Intune, c'est le Endpoint Manager, il est devenu le nom de Endpoint Manager. Et de l'autre côté, je dois utiliser le Entra ID Protection. Donc, c'est la partie protection dans Entra, le Azure Active Directory anciennement nommé. Donc, la partie protection. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux produits-là? C'est mettre en place, pour les Intune, c'est mettre en place les politiques de gestion des appareils mobiles.
pour s'assurer que seulement les appareils sécurisés ont accès aux données sensibles. Par exemple, je vais mettre des règles sur les appareils mobiles pour dire que si l'appareil mobile ne dispose pas d'antivirus, il ne va pas pouvoir accéder aux données sensibles. Ça, c'est par exemple. Utiliser un endpoint manager pour configurer et gérer des profils de sécurité sur les appareils et les applications utilisées par les employés. Par exemple, si j'utilise le pack j'ai des sites SharePoint qui contiennent des données extrêmement importantes, j'ai des emails qui, euh, qui contiennent de la confidentialité et tout, et j'ai le devoir d'utiliser les smartphones, les utilisateurs doivent utiliser leur smartphone pour accéder à ces informations. Là, je serai dans l'obligation d'utiliser des profils de sécurité sur ces appareils-là, les appareils des smartphones, pour en avoir sécurisé les données qui peuvent être utilisées ou plutôt lues plutôt sur ces appareils-là. Et je serai garantie que les données là sur mes smartphones seront protégées contre que ce soit les vols ou plutôt les vulnérabilités qui peuvent être sur ces appareils-là. Et aussi, je dois mettre en œuvre plutôt une gestion des applications mobiles pour les applications Bring Your Own Device. De l'autre côté, sur la partie Intra-ID Protection, qu'est-ce que je dois faire par rapport aux accès pour les comptes? Donc, je dois appliquer une politique d'accès conditionnel pour restreindre l'accès aux données sensibles en fonction des comportements suspects ou de la géolocalisation des utilisateurs. Je peux mettre en place, par exemple, une règle qui dit que si l'utilisateur ne se connecte pas du WAN de l'entreprise, il n'est pas accepté pour accéder à telle information sensible, ou s'il n'utilise pas certains comportements suspects. Par exemple, si l'utilisateur il se connecte après minuit, il ne va pas pouvoir accéder à ces informations-là. C'est pour limiter les potentielles attaques ou les potentielles menaces qu'ils peuvent avoir sur les données sensibles. Aussi, je peux mettre en place l'authentification multifacteur et les politiques de gestion des identités et des accès pour renforcer encore plus la sécurité des connexions sur ces appareils-là que je suis en train de gérer avec le Microsoft Intune. Comme résultat, je peux avoir une protection améliorée des données sensibles avec une gestion granulaire de l'accès basé sur des règles d'accès conditionnel et de la stratégie de MFA, avoir une réduction de 30% des incidents d'accès non autorisé aux données, grâce à l'application stricte des politiques d'accès conditionnel et l'authentification renforcée. Notre troisième scénario, c'est l'optimisation de la gestion de la sécurité avec Sentinel, c'est l'utilisation du SIEM. C'est le SIEM de Microsoft. Donc ici, c'est une grande entreprise, ça peut être une moyenne aussi, avec plusieurs sites ayant plusieurs besoins d'une gestion centralisée de la sécurité et d'une réponse rapide aux incidents. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le Sentinel? On va mettre en place ce SIEM qui est centralisé pour collecter, analyser et répondre aux menaces à l'échelle de l'organisation. Utiliser tout ce qui s'appelle le playbook automatisé. Donc, les playbooks, ce sont des codes automatisés pour répondre rapidement et coordonner aux incidents de sécurité. Par exemple, suppression automatique des emails malveillants. Je mets un code pour répondre automatiquement lorsque je détecte des emails malveillants ou une mise en quarantaine des endpoints compromis. Ça, c'est pour être très rapide à la réponse aux incidents. Aussi, je peux mettre avec le Sentinel une mise en œuvre de l'analyse comportementale et de la détection des anomalies pour identifier les comportements suspects et agir à temps. Par exemple, je peux mettre des règles pour lorsque il va faire la centralisation de tous les logs et des traçabilités qu'il va collecter des différents services de sécurité, puisque le SIEM, il est centralisé dans la console de gestion globale de la sécurité de M365. Il aura une vue 360 sur les services de sécurité qui se trouvent dans votre tenant. Par exemple, il aura une vue globale sur la partie log et activité des logs de Intra, sur la partie des attaques, de la vulnérabilité, tout ce que les alertes de Defender,
la partie, tout ce que les vulnérabilités, la gestion des logs, des connexions des appareils à partir de Intune, toutes les logs et la journalisation qui se trouvent sur le N365, le Sentinel, SIEM, a une vue centralisée pour les collecter sans avoir à faire de la configuration supplémentaire, sans avoir à avoir des plugins complémentaires pour avoir une compatibilité avec les autres solutions tierces de SIEM. Donc là, il va mettre en place une analyse comportementale basée sur ces logs-là et sur ces activités-là pour détecter automatiquement les comportements suspects et il peut agir à temps, que ce soit par des playbooks ou plutôt aussi simplement par envoyer des emails d'alerte aux concernés pour les informer qu'il y a un comportement inhabituel des utilisateurs, comportement inhabituel des laptops, ce qui rend le tenant 365 clair, vu d'une manière simple et centralisée chez le SIEM. Voilà. Donc, on aura comme résultat une amélioration de 50% de temps de réponse aux incidents, parce que le Sentinel, il va encore mieux simplifier la réponse aux incidents grâce à la centralisation des alertes de sécurité et l'automatisation des réponses. Réduire le nombre d'incidents manuels grâce à l'utilisation des playbooks automatisés qui gèrent les tâches répétitives et critiques. Donc, par rapport à la conformité des audits, qui est devenu aujourd'hui un point crucial dans la partie sécurité, donc on connaît tous qu'il y en a dans la partie des audits réglementaires, une partie très importante par rapport à le chiffrement, la protection des informations, la classification et tout, et les politiques de rétention. Donc, notre contexte ici, c'est une entreprise devant se conformer aux normes de conformité comme le RGPD, tout en optimisant ses ressources internes. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? On va utiliser le Microsoft Purview pour mettre en place la gestion des informations sensibles avec le AIP pour identifier, classer, protéger, chiffrer les données critiques, appliquer des politiques de rétention pour les emails, les fichiers, que ce soit sur SharePoint, sur OneDrive, sur le Teams et tout, en respectant les normes de conformité, et utiliser le Microsoft Compliance Manager pour suivre les scores de conformité et évaluer les lacunes par rapport aux normes. En même temps que d'utiliser le Microsoft Purview, tout ce qui est chiffrement des informations et tout, on doit utiliser tout ce qui est audit et suivi pour en avoir une visibilité complète sur les accès et les modifications des données sensibles. Alors, la partie audit des actions dans N365, elle peut vous donner une vue très profonde sur les activités sur tous les fichiers, toutes les connexions sur tous les fichiers, les modifications sur n'importe quel fichier qui se trouve sur le tenant 365, qui l'a ouvert, quand, le type de modification dessus, s'il y a eu un changement de permission ou pas, que ce soit le fichier, un fichier, une boîte mail, l'accès sur les canaux Teams et tout. Donc, toute activité qui peut être faite sur un tenant 365, l'audit et suivi peut la tracer. Ce qui rend la conformité améliorée avec une meilleure gestion de données sensibles et une réduction des coûts, des risques plutôt. La simplification de l'audit et des données pour les données et les accès avec une traçabilité détaillée des actions et des utilisateurs, ce qui facilite réellement le rapport de conformité. Là, si on a des utilisateurs ou plutôt des applications tierces, on n'est pas en train d'utiliser les applications de Microsoft, mais on est en train d'utiliser des applications tierces. Pour en avoir un rapport de conformité de synthèse globale, on doit avoir un rapport de chaque application, puis ensuite on va devoir croiser entre ces rapports-là pour en avoir, ou plutôt pour synthétiser et globaliser un seul rapport de synthèse dédié aux normes de conformité ou les audits réglementaires. Voilà. Donc, c'est quoi notre approche et notre vue globale par rapport à cette sécurité et avec l'approche de Do More with Less? Donc, principalement, c'est commencer par faire une évaluation du tenant, la posture de sécurité, les services disponibles, tout ce qui est usage réel des services. Par la suite,
activer, configurer les services inclus dans les licences existantes. Si il y en manque des services, à ce moment-là, on va ajouter uniquement les briques nécessaires. Si on aura besoin d'un Defender, du Premium, du Intra, un Sentinel de plus. Là, on va juste acquérir les briques nécessaires, réduire les outils tierces le plus possible, le plus nécessairement possible. C'est pour consolider les portails et centraliser les alertes. Pour en avoir à la fin l'amélioration de la posture globale de sécurité tout en optimisant les coûts. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient comme conclusion par rapport à notre webinaire aujourd'hui? C'est que la cybersécurité, pour qu'elle soit efficace, ne signifie pas forcément plus de dépenses. C'est que Microsoft 365 contient des outils de sécurité qui sont souvent sous-utilisés, qui ne sont pas vraiment très exploités. Donc, une bonne évaluation, elle permet toujours d'optimiser la configuration et les coûts, qu'il faut exploiter d'abord l'existant, ensuite compléter intelligemment. Et qu'est-ce que ça va être la prochaine étape? C'est planifier un assessment personnalisé de votre tenue. Voilà, j'espère que c'était clair. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Bonjour, Oui. Bonjour. j'ai une question. Oui, bien sûr. Mon nom c'est Moutari Maman, je suis de la Banque agricole du Niger. Bonjour, monsieur, Ah, enchanté. Voilà, donc en fait, excusez-moi, comme j'ai pris un peu la réunion en cours, Mhm. et qu'en est-il du principe du modèle tiering de Microsoft? Comment est-ce qu'il peut s'appliquer sur Office 365 parce que c'est aussi une possibilité que Microsoft a mis à disposition pour la protection des Le modèle, environnements. je vous ai pas bien Le entendu, tiering monsieur. modèle, D'accord. le Mhm, tiering modèle de Microsoft. mhm. Donc, c'est un principe que Microsoft a mis à disposition pour protéger les réseaux et surtout les serveurs sensibles. Et donc, comment est-ce que ce principe-là, en fait, s'applique en fait dans cet environnement de Office 365, puisque Mhm, le tiers modèle, en fait, il se fait en local. mhm. De point de vue 365, ou plutôt de point de vue cloud, le modèle de tiering, c'est faire vraiment réellement modèle de niveau de sécurité. Ça s'appelle le tiers modèle. C'est le cas de segmentation de sécurité. Il est conçu pour protéger les actifs, les plus critiques d'un environnement IT, mais en particulier pour les environnements Azure Active Directory et Cloud Hybrid. Par exemple, je vous donne un exemple de modèle de tiering, c'est par exemple sur le cloud. Le tiers 0, ça va être les identités et les systèmes de contrôle du système, par exemple les contrôleurs de domaine, les comptes de domaine, le Azure, les administrateurs, le Azure Active Directory, toute la partie contrôleurs de domaine et identité. Allant des contrôleurs de domaine vers le Azure Active Directory et les comptes sur le cloud. Voilà. Le tiers 1, ça va être les services d'entreprise sensibles. Par exemple, les serveurs d'application, les serveurs de fichiers, la partie Exchange, par exemple, le SQL. Et sur la partie cloud, ça va être le Intune, le SharePoint, vous voyez, le OneDrive et tout. Le tiers 2, ça peut être aussi, ça va être les utilisateurs finaux et les endpoints, que ce soit les laptops, les comptes utilisateurs, les navigateurs, les applications sur Office de l'autre côté, sur le cloud. Donc là, ça s'appelle un modèle de tiering. Est-ce que c'était clair? Oh, oui, d'accord. Donc, tout à fait. En fait, je comprends parfaitement ce que le Mhm. modèle Turing. En fait, je pensais que, en fait, il devrait pouvoir être appliqué en fait dans l'environnement Office 365 ou Oui, alors ça a été déjà pris en compte par Microsoft au niveau oui, du cloud. tout à fait. Il est pris en compte dans le modèle si vous avez un environnement 100% cloud.
Et il est pris en charge dans le modèle hybride. C'est que la plupart des entreprises disposent déjà des environnements locaux et un environnement cloud. Donc là, ça s'appelle un environnement hybride. Donc le tiers modèle de Microsoft, il sépare les niveaux de sécurité de point de vue criticité et pas de point de vue localisation. On ne va pas dire OK. le on-prem puis le cloud, mais une séparation tiers par rapport à la criticité. Comme je vous ai dit, par OK. exemple, les identité locale et identité cloud, les deux en même temps. Ça, c'est un niveau de sécurité critique. D'accord, c'est compris. Merci. Merci. Amira, j'ai une question, peut-être voilà, c'est bien de savoir tous ces niveaux de sécurité. Voilà. Bon, je laisse à Madame Fatou, après je pose ma question. Oui, bien sûr. Bonjour. Bon- Bonjour à tous. Malheureusement, ce n'est pas Bonjour. Madame Fatou seule qui est Ah, derrière c'est moi, le il n'y a pas de micro. problème. Je suis le collègue de Madame Fatou Bomba, José D'accord. Kadjo de la société GSGE. J'avais une question pour savoir en fait, actuellement, quelles sont les mesures de sécurité qui sont mises en place par Microsoft pour lutter contre le contournement de la double authentification? Et aussi, est-ce que l'E2R nous permet aussi parce que de ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'il y a plusieurs logiciels qui sont disponibles Mhm. sur le black market qui permettent de contourner en fait l'authentification multifacteur. Et est-ce que l'E2R permet de renforcer la protection contre ce type d'attaque? Voilà. Merci, monsieur, pour votre question. En fait, les mesures de sécurité de Microsoft pour la MFA, vous savez que la partie MFA, Multi-Factor Authentication, elle ne se base pas seulement sur l'authentification avec un code, ou plutôt l'authentification avec l'application, mais aussi il met à disposition plusieurs mesures, par exemple l'authentification qui est basée sur l'accès conditionnel. C'est que l'exigence de la MFA, elle ne va pas être automatiquement acceptée si le lieu, le device, l'application n'est pas conforme aux règles de sécurité. C'est par exemple si je vais utiliser, ou plutôt je vais ouvrir une session et je suis ramené à m'authentifier, faire une double authentification, mais que mon laptop, il n'est pas entré avec la WAN qui est accessible ou plutôt permise pour faire cet accès. Je ne vais pas plutôt avoir la possibilité de faire cette MFA et cette MFA, elle va me refuser les accès. C'est avec les accès conditionnels, de plus que la MFA, qu'on peut renforcer encore plus les accès conditionnels. Donc, toute la partie accès conditionnel qui se trouve dans le intra aujourd'hui, elle vient que pour renforcer l'authentification multifacteur. Aussi, il y en a une exigence dans la MFA secondaire, dans des scénarios critiques, par exemple, tout ce qui est des environnements critiques comme les finances, tout ce qui est environnement critique et sensible, on peut utiliser ce qui s'appelle le MFA secondaire. C'est une double MFA. Une MFA, par exemple, d'un code. Ensuite, après le code, il va vous envoyer vers l'application pour s'authentifier une deuxième fois. Ou plutôt le CAPTCHA comme la partie vérification de l'autonomie ou plutôt l'humanité du correspondant qui est en train de faire l'authentification. Il y en a aussi tout ce qui est la partie anti-phishing pour la MFA, tout ce qui est la partie renforcée par rapport à l'authentification sans mot de passe avec le Windows Hello, le Microsoft Push to Verify et le chiffre de réponse et les certificats aussi. Mais aujourd'hui, la partie la plus importante qui fait que la MFA soit renforcée, c'est les accès conditionnels. D'accord, c'est bien noté. Merci pour la réponse. Merci. Meher. Ok.
Amira, merci. Je reviens vers toi pour cette question-là. Donc, est-ce qu'il y a un moyen pour savoir le niveau de sécurité de Microsoft? Je sais qu'il y a ce qu'on appelle le Secure Score de Mhm, Microsoft mhm, 65. Est-ce qu'il y a la possibilité, c'est bien de savoir tout ces, mais c'est bien aussi de savoir que notre niveau de sécurité, comment on peut mhm, surveiller l'état de sécurité de mhm, l'environnement 365, quels sont peut-être les tableaux de bord, les rapports disponibles, etc., pour savoir se positionner et mhm, agir en fonction de ce Secure Score. mhm. Voilà, comme tu l'as dit déjà, Microsoft met à disposition une interface globale de sécurité dans laquelle elle ramène tous les services de sécurité qui sont existants dans votre plan, là, dans cette même interface unifiée, et dans laquelle elle va vous calculer automatiquement ce qui s'appelle un Secure Score. Le Secure Score, c'est un score qui, selon les recommandations de Microsoft, selon les recommandations internationaux sur des feedbacks sur plusieurs entreprises mondiales, donc elle a choisi de donner des scores par rapport à chaque niveau de sécurité. Ce sont des scores standards qui ne sont pas personnalisés ou plutôt qui ne reflètent pas réellement l'activité de chaque client. C'est bien de les suivre, de savoir en regardant notre Secure Score, est-ce qu'on est bien, on n'est pas bien, en se comparant à des entreprises similaires à nous. Donc, parce que Microsoft, elle va vous donner une comparaison, une petite comparaison à des entreprises qui se ressemblent à la vôtre pour savoir est-ce que le Secure Score, il est bien au-delà de la moyenne ou plutôt il est en baisse. Mais ça reste toujours une vue par rapport à la recommandation internationale et qui ne reflète pas réellement l'activité de l'entreprise. Là, on intervient, nous, en tant qu'Index Team, pour en faire un rapport plutôt détaillé par rapport à ce Secure Score et tous les services. C'est un rapport très, très riche et très grand qui contient une évaluation de tous les services de sécurité qui se trouvent dans le plan 365, tout type de services de sécurité et allant au-delà des services de sécurité pour, comme je vous ai montré tout à l'heure dans la partie évaluation, c'est en attaquant la partie évaluation des applications métiers et la configuration, le paramétrage des applications métiers et tous les services autres que sécurité sur le M365 pour en avoir une vue 360 sur les niveaux de sécurité réels qui est adapté à l'activité du client. Par exemple, si c'est un client qui se base sur les sites de SharePoint, par exemple, son noyau dur de travail, c'est son site SharePoint principal, c'est sur lequel tous ses partenaires, tous ses clients entrent pour travailler. Ça va être le point dur dans la partie de sécurité et dans la partie d'évaluation sur laquelle on va mettre plus de valeur dans l'évaluation qui va donner une vision plus personnalisée qui reflète encore plus l'activité, la criticité de l'activité de ce client-là. Vous voyez? Là, ce rapport-là, il va être accompagné avec un niveau de sécurité, un plan de remédiation derrière pour en comparer par la suite, après la mise en place de toutes les actions recommandées, toutes les actions de remédiation qu'on va mettre en place, on va voir la différence dans le niveau de sécurité et la différence dans le Secure Score qui va monter et on va voir comment ça va donner plus de protection et plus de vue plus centralisée et plus globale sur le tenant. Meher. Merci, merci Amira. Merci, Meher. Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, nous restons à votre disposition. Si, je vais vous envoyer l'enregistrement, le webinaire et aussi mon adresse mail si vous souhaitez demander encore plus d'informations, si vous avez des questions qui vous viendront à l'esprit par la suite. Nous restons à disposition aussi pour en répondre. Merci à tous. Ok, parfait. Merci beaucoup à Amira. toi. Merci. Merci. Bonne Merci à journée. tous. Merci.
Il y a la fiche, je pense, Eslem, il y a la fiche qu'on doit... Ah, d'accord, oui. Eslem, Oui, Meher. il y a la fiche, peut-être si tu peux relancer pour la fiche, pour le renseignement de la fiche, là. Ah oui, justement, donc je viens de partager avec vous un lien pour un formulaire. Donc, pour toute demande d'accompagnement ou comme Emile a mentionné, donc si vous voulez être recontacté par un expert Adactim, donc on vous invite, s'il vous plaît, à remplir ce formulaire. Et je vais vous l'envoyer quand même par mail par la suite. Merci. Merci Eslem, merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous. Merci, Allez, bonne bonne journée.